Joël Guerriau, bonjour. Sénateur Les Indépendants de la Loire-Atlantique, secrétaire du Sénat, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. On va commencer ce débrief avec ce sujet qui a animé l'ensemble de la séance. Ce sujet, c'est celui des méga-bassines de Sainte-Soline. La séance de questions au gouvernement s'est ouverte sur une question de Claude Maluret et une réponse de la Première ministre Elisabeth Borne. On l'écoute. Malgré un projet écologiquement vertueux, comme le montrent les études du Bureau des recherches géologiques et minières, malgré un projet concerté et attendu par les agriculteurs, malgré les arrêtés d'interdiction de manifester pris par la préfecture et confirmés par la justice, des manifestations se sont tenues sur ce site le week-end dernier. Si la majorité des manifestants étaient pacifiques, plusieurs centaines d'individus violents ont pris à partie les gendarmes qui protégeaient le site. Le bilan de leur action est lourd. Tirs de mortier, jets de cocktails Molotov, véhicules de gendarmerie détruits et une soixantaine de militaires blessés. Ce sont des scènes inacceptables et profondément choquantes. Est-ce que vous comprenez la réponse de la Première ministre Bernard Jomier, qui a donc tout d'abord condamné les violences qu'il y a eu lors de cette manifestation non autorisée. Le gouvernement l'a plusieurs fois précisé lors de cette séance. J'ose espérer que tout le monde dans le champ républicain condamne les violences. Moi, ce qui me marque, c'est que on arrive difficilement dans notre pays à débattre calmement, sans outrance, et outrance des deux côtés. Parce que la violence des Black Blocs, on la connaît, elle pourrit un certain nombre de manifestations dans différents domaines, mais qualifier d'éco-terroristes tous ceux qui étaient là pacifiquement est une autre outrance. Et donc, on n'arrive pas... Alors, il parlait de la gauche radicale, Gérald Darmanin en utilisant ces mots, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui étaient rentrées dans cette manifestation. Il a qualifié un mouvement d'opposition à ces bassines d'éco-terrorisme. Et je pense que ce n'est pas la bonne façon d'entrer dans ce débat. Moi, j'aurais volontiers applaudi le début de l'intervention de Christophe Béchu, quand il dit « la vraie question, c'est la question de l'eau dans notre pays ». Et la façon dont se pose la question de l'eau aujourd'hui, ça n'est même plus la façon dont ça se posait quand Elisabeth Borne était préfète de la région, il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, les nappes se rechargeaient tous les hivers, on les vidait l'été, elles se rechargeaient. C'est pas dans la logique de sécheresse qu'aujourd'hui. Exactement. Ça va à une telle vitesse qu'il faut qu'on revoie l'abord de cette question de l'eau. Et il faut entendre que cette question des méga-bassines est liée à un modèle agricole. Et que la question est de savoir si on doit continuer ce modèle agricole ou si on doit mener sa transition et comment. Voilà, si on pouvait débattre calmement de cette question, eh bien je pense qu'un certain nombre de postures, on pourrait les évacuer et tout le monde aurait peut-être un peu moins de certitude que ce à quoi on a assisté dans l'hémicycle. Dominique Vérien, qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui s'est donc envenimée ce week-end à Je pense très clairement que oui, effectivement, ce serait bien de pouvoir en débattre calmement et on se rendrait compte que l'agriculture a déjà fait énormément de progrès. Les chambres d'agriculture réfléchissent déjà et depuis plusieurs années à des nouvelles cultures, à des nouvelles façons de faire. Je suis dans un département où effectivement on a subi et on subit depuis plusieurs années et ça s'accentue un peu plus chaque année des sécheresses sur les plateaux. Ça fait longtemps qu'on cultive plus de maïs à cet endroit-là et qu'on cherche d'autres cultures et qu'on regarde comment on peut mailler, polyculture, élevage, grande culture selon les terrains, selon la possibilité d'avoir de l'eau, où on s'interroge sur les partages d'usage de l'eau. Est-ce qu'on doit mettre, et on a d'ailleurs quelques conflits, quand on doit mettre un poulailler qui va prendre de l'eau en amont alors qu'il y a un village en dessous qui a peur d'en manquer, etc. Donc les chambres d'agriculture réfléchissent déjà à cela et je pense qu'on peut quand même malgré tout leur faire confiance. Et là, vous êtes favorable quand même à ce projet de méga-bassines parce que là, sur le les agriculteurs, moi, je suis favorable au principe. Oui, justement. Or, on a fait croire. Là, quand on entend les oppositions à la bassine là, de Sainte-Soline, on entend que ça va aller que à de l'agroalimentaire qui cultive du maïs à outrance pour faire de l'élevage en batterie. C'est pas le sujet. A priori, de ce que je comprends quand j'entends le ministre Béchu, on a de la polyculture élevage en face. On n'a pas ces champs de maïs que justement l'agriculture
tente d'arrêter parce qu'on sait bien qu'il y a des endroits où on ne pourra plus cultiver. Donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir un débat apaisé et c'est dommage quand il est hystérisé et notamment avec des gens qui n'ont pas suivi les 4 ans parce qu'il y a eu 4 ans de débat, il y a eu déjà des actions en justice, la justice a déjà donné raison à cette coopérative. Donc il y a déjà eu du travail et c'est parce qu'à la fin on n'obtient pas gain de cause en justice, alors on va aller par la violence essayer de régler le problème. Et effectivement, non, ça ne peut pas se faire comme ça. Peut-être parce qu'à Caussade, qui était une autre réserve qui a été faite, toutes les décisions de justice ont dit c'est illégal, et la réserve s'est quand même faite parce que les agriculteurs, en force, avec le soutien de l'État, ont fait une réserve qui existe aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de poids de mesure si on veut débattre sereinement. Tout à fait d'accord. Joël Guerriau, votre avis, vous, sur ces méga-bassines où on l'a vu, il y a eu de nombreuses violences ce week-end dénoncées par la Première ministre. Mon avis, c'est que nous sommes dans un pays qui, depuis longtemps, parle de décentralisation. C'est quoi la décentralisation? C'est la capacité des élus locaux de prendre des décisions qui concernent leur territoire, en ayant toutes les données, en ayant toutes les analyses, en ayant toutes les réunions publiques nécessaires pour permettre d'avancer sur un dossier de cette nature. C'est un choix local. C'est pas un choix national, c'est le choix d'élus locaux, qui soient dans les collectivités territoriales, que ce soit des collectivités de type municipalité, intercommunale ou encore conseil départemental. Et là, quasiment à chaque fois, il y a eu l'unanimité sur les choix qui ont été faits. Ça veut dire quoi? On se retrouve comme dans Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu 30 ans de travaux, 30 ans d'analyse. Moi, j'ai participé au Conseil général comme vice-président. On parlait de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On est arrivé à une situation catastrophique où on a remis complètement en question des décisions qui étaient des décisions issues d'une démocratie active. Sur la ligne active. de Bruno Retailleau, qui tout à l'heure a dénoncé au micro d'Alexandre la faute originelle d'Emmanuel Macron. Je suis sur la ligne d'un État de droit. Nous sommes un État de droit. Il n'y a pas d'autre État en Europe, et je dirais même à travers le monde, qui a autant de procédures qui permettent l'expression la plus générale possible et qui permettent finalement de faire avancer vers un consensus. Donc pourquoi casser ce consensus à quelques-uns avec des actes de violence, d'agressivité, etc. C'est totalement inacceptable. Et si on continue à accepter ce genre de situation, on ne pourra plus rien faire en France. Et les mêmes qui aujourd'hui dénoncent ce projet-là seront les mêmes qui demain diront mais pourquoi on importe autant d'étrangers alors que la souveraineté alimentaire de la France est une nécessité. On voit bien que là, il y a une incohérence totale. Et je crois qu'il faut revenir sur la base. C'est des décisions qui ont été prises de manière démocratique, ont fait l'objet effectivement de procédures et de rejets qui ont ensuite été eux-mêmes redébattus. Et je crois qu'aujourd'hui, les décisions s'appliquent, point à la ligne. Faut-il contester ces mesures qui ont été prises de façon démocratique, vous dit Joël Guerriau, au niveau local, Bernard Jomier? On ne peut pas plaider la solution uniquement locale. Je veux dire, on est un pays et on est une planète d'ailleurs, et donc on a pour souci commun, et d'ailleurs ça dépasse le local, puisque vous invoquiez à juste titre l'importation, la non-importation de substances alimentaires, qui est un vrai sujet, il ne faut pas substituer l'un à l'autre, et donc on voit bien que ça dépasse les frontières d'une situation locale. On a quand même un changement climatique qui est brutal, on a une question de la gestion de l'eau qui ne se pose plus dans les mêmes termes qu'il y a 10 ans, et on doit entraîner une mutation de tous nos systèmes sous cette contrainte. Et c'est très dur pour tout le monde. C'est dur pour les agriculteurs, c'est dur pour nous-mêmes, nos modes de consommation sont interrogés. Je veux dire, le fait de produire quand même tant de céréales pour nourrir des animaux et manger les animaux pose question à tout le monde à un moment. Moi, je ne suis pas végétarien, j'aime bien la viande, mais là n'est pas la question de mes goûts personnels. La question est que tout ça a des impacts sur le climat. Quant au rapport à la loi et aux décisions prises, j'ai rappelé tout à l'heure l'exemple très récent du lac barrage de Caussade, qui a été interdit par la justice lors de plusieurs décisions, et les agriculteurs sont passés en force, ont massacré l'environnement local et ont installé leur lac barrage, et l'État a laissé faire. Alors, qui est responsable après des dérives? Voilà, si on n'est pas capable de condamner ce qui se passe à Caussade, et c'est tout récent, comment être légitime pour dire qu'on ne doit pas procéder de cette façon-là sur les bassines? Moi, j'ai la même position sur les deux. Effectivement, je condamne les Black Blocs et ceux qui usent des violences sur les méga-bassines.
Je demande à ce qu'on pose tranquillement le débat de l'eau et je condamne le fait qu'à Caussade, on ait laissé des agriculteurs violer la loi en toute impunité. Bernard Jomier, vous avez dit tout à l'heure que vous auriez pu souscrire à une partie du discours de Christophe Béchu. Christophe Béchu, il a aussi taclé la division qu'on voit actuellement chez les écologistes, avec en gros la ligne Yannick Jadot versus la ligne Sandrine Rousseau. Est-ce que vous comprenez qu'Yannick Jadot, il a été chahuté lors de cette manifestation à Sainte-Soline ? Non, mais déjà, moi, les débats internes de ELV ne m'intéressent pas. Je trouve que malheureusement, l'écologie est un impératif qui s'impose à nous tous. Plus personne ne le conteste. Et le parti écologiste donne un spectacle. Voilà, on voit Sandrine Rousseau et Yannick Jadot s'affronter. Bon, Yannick Jadot a porté, à mon avis, une parole raisonnable. Il y allait. Il n'avait pas à être l'objet de violence, comme aucun élu, qu'il défende ou qu'il soit contre les bassines, ne doit être l'objet de violence. C'est une ligne rouge aussi dans notre démocratie. Ça devrait être une ligne rouge. Un élu va quelque part, il s'exprime, il est pour ou il est contre, il s'exprime dans le respect des formes républicaines. Et si on s'en prend à lui, on doit le soutenir. Donc moi, mon plein soutien à Yannick Jadot, comme je soutiendrai un élu qui serait allé pour défendre la bassine et qui se serait fait agresser. Oui, d'ailleurs, il y a eu tout ce sujet qui s'est posé aussi pendant la séance de questions au gouvernement. Est-ce que c'était la place des élus de la République, sachant que cette manifestation était interdite ? Le fait même qu'elle était interdite, les élus, encore une fois, moi je reviens sur le côté de la loi. La loi, c'est nous qui la décidons. Donc pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, cette loi, c'est nous qui l'avons établie au niveau national et donc elle s'applique localement. Et s'il y a une décentralisation, c'est pour laisser à des élus locaux la possibilité de prendre des décisions qui les concernent en respectant la loi qui a été définie au niveau national. Et quand vous êtes un élu, et un parlementaire en particulier, vous n'allez pas contre la loi, et en particulier, et vous ne participez pas à une manifestation qui est interdite. Je trouve ça complètement ahurissant. Dominique Vérien ? C'est effectivement, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une nouvelle donne politique avec des parlementaires aussi, alors plutôt des députés qui assez clairement sont contre le pouvoir par définition, et on peut les trouver à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Donc, on arrive à une certaine forme de radicalité dans tous les sujets. Il y a toute la question de la radicalité écologique. Est-elle nécessaire pour Alors moi, je crois que la radicalité écologique n'est pas nécessaire. Et effectivement, sinon, on pourra plus rien faire du tout, parce qu'on va avoir la radicalité inverse de ceux qui s'opposent totalement à toute énergie renouvelable, par exemple. Or, il y a un moment où, effectivement, il faut réussir à discuter paisiblement en sachant qu'on est tous dans la même galère et qu'il faut bien qu'on s'en sorte. Et donc, il faut qu'on s'en sorte en trouvant d'autres moyens de gérer de l'énergie. Il faut qu'on s'en sorte en trouvant d'autres moyens de gérer l'eau. Aujourd'hui, si on en revient aux agriculteurs, ils font ce travail réellement. Donc, je pense qu'il faut les accompagner. Et effectivement, je ne suis pas sûr que ceux qui sont les plus radicaux, qui sont souvent très citadins, soient vraiment conscients de ce que ça veut dire que de faire de la polyculture élevage. Même question et dernière question là-dessus. Est-ce qu'il faut avoir une ligne plus radicale aujourd'hui pour défendre l'écologie, la difficulté, encore une fois, dans le débat public, c'est que la radicalité, elle est portée avec brutalité et violence. Et de plus en plus. Et par des mouvements politiques qui revendiquent presque une forme, y compris de violence verbale. Les mots sont durs, on se traite de tous les noms, et parfois violence physique. Or, il est légitime de dire que la gravité de la crise écologique, sa brutalité, parce qu'elle est très radicale, la crise écologique, elle nous atteint très violemment. Les forêts ont brûlé, elles ont brûlé jusqu'en Bretagne cet été. Il va falloir se partager l'eau dans les années à venir. Et donc, il y a nécessité, non pas d'une transition très douce, on n'a plus le temps, mais d'une transition assez radicale. Et donc, comment faire accepter cette transition radicale ? Moi, je crois à l'appropriation par chacun et donc à la concertation, à la négociation, mais il faut aller vite. Et les jeunes, eux, ils n'y croient plus. Ils sont en colère. Ils disent, vous avez en gros cramé la planète, et nous, on arrive, et on va vivre comment ? Avec 50 degrés, etc. Et donc, au point, vous savez que maintenant, une partie des jeunes disent, on va plus avoir d'enfants, etc. Ce qui est fou dans l'espèce humaine, c'est complètement fou. Et donc, comment conjuguer des réponses assez radicales, c'est-à-dire rapides, on va dire, mais sans brutalité, sans violence. Et c'est un défi à toutes les sociétés sur la planète. C'est un défi à nos sociétés démocratiques en particulier, parce que le propre de la démocratie, c'est de résoudre ces questions par la concertation, par le dialogue et par la recherche de compromis.
et un défi auquel il n'y a pas de réponse simple. Un deuxième sujet qui a marqué cette séance de questions au gouvernement, c'est le projet de loi sur l'immigration dont Gérald Darmanin et Olivier Dussopt ont dévoilé les grandes lignes ce matin dans Le Monde. Et puis tout à l'heure, Olivier Dussopt a assuré son propre service après-vente, Quentin, avec une question qui a été posée par le groupe RDPI. Voilà, le groupe RDPI, le groupe LREM ici au Sénat, qui effectivement dispose d'une question chaque semaine le mercredi. Et donc on voit qu'ils ont décidé de communiquer effectivement, alors que l'on connaît à peine les grandes lignes de ce projet de loi immigration qui a été présenté, vous le disiez, ce matin par 2 ministres, Gérald Darmanin pour l'Intérieur et Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Et on voit que l'exécutif et la majorité présidentielle essayent de jouer sur le registre de l'équilibre entre ces OQTF, ces obligations de quitter le territoire français dont ils veulent un meilleur taux d'application, et un autre volet du texte, celui sur l'intégration, dira-t-on, par le travail, avec ces titres de séjour accordés aux métiers en tension. C'est donc sur ce dernier aspect, sur ce dernier volet du texte qu'ont insisté les ministres aujourd'hui par la voix d'Olivier Dussopt. Écoutez au micro, donc c'était pendant les questions d'actualité. Nous sommes convaincus que le travail est le premier outil d'intégration des étrangers qui vivent sur notre sol. Ça a longtemps été le cas, et depuis le chômage de masse, ce lien entre le travail, l'immigration, l'intégration s'est distendu. Nous devons remettre ce chantier en ordre et faire en sorte que le travail redevienne une valeur d'intégration. Notre système aujourd'hui ne le permet pas. Nous avons des trappes à inactivité avec un certain nombre de demandeurs d'asile dont nous savons pertinemment qu'ils viennent de pays suffisamment dangereux pour que l'asile soit accordé et qui doivent attendre très longtemps avant d'avoir le droit de travailler. Nous avons des immigrés qui bénéficient d'un titre de séjour pour raison professionnelle, qui doivent solliciter une autorisation administrative pour chaque contrat de travail. Il faut aussi leur simplifier la vie. Voilà, je vous parlais d'équilibre TAM entre OQTF et effectivement intégration par le travail. Un équilibre politique qu'il va être dur de trouver ici avec la droite sénatoriale, la droite et le centre qui sont majoritaires au Sénat. Et alors que, il y aura cette question de 49.3 disponible ou pas à la rentrée de janvier pour effectivement passer cette loi. Tout va être la question maintenant, Tam. Ah oui, on a le droit de l'utiliser une fois par session. Et effectivement, il va falloir l'économiser pour le gouvernement. Alors vous avez parlé de la majorité sénatoriale, on va essayer de voir ce qu'en pense la gauche de l'hémicycle. Alexandre, vous êtes avec le sénateur Rachid Temal. Oui, Rachid Temal, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure annoncée par le gouvernement, la création d'un titre de séjour spécial pour les secteurs économiques en tension? Alors d'abord, si je peux me permettre, il serait bon qu'en France, quand on parle d'immigration, on cesse d'une part de le faire pour des considérations politiques ou avant des élections. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis en général. Et deux, qu'on commence par rappeler aussi tout le rôle positif de l'immigration dans ce cas notre pays. Je pense que c'est déjà bien comme démarche. Ensuite, sur la mesure concrète, alors c'est dans un large spectre de mesures, donc il faudra regarder dans le détail. À ce stade, alors d'abord, il y a déjà des mesures qui existent sur les marchés sous tension. Mais moi, encore une fois, qu'on dise qu'il y a aujourd'hui des personnes, notamment étrangères, on l'a vu au moment du Covid, qui font tourner notre économie parfois, et qu'on pourrait effectivement leur permettre d'avoir un titre de séjour parce qu'ils jouent un rôle conséquent et parce qu'il n'y a pas d'autres personnes à leur place, je suis favorable. Donc vous, en tant que socialiste, vous êtes favorable à cette idée de l'immigration choisie? Moi, je pense encore une fois qu'un État choisisse, et le terme choisisse, ou en tout cas organise des choses sur qui rentre ou qui ne rentre pas dans son territoire, est une idée que je partage. Je crois d'ailleurs comme beaucoup de gens à gauche. Arrêtons de rêver. Il n'y a aucun gouvernement de gauche qui a fait les vannes ouvertes pour entrer en France. Donc là aussi, évitons les fausses idées. Voilà. Il y a aussi des mesures annoncées sur les questions d'intégration, avec un examen de français obligatoire pour les titres de séjour pluriannuels. Vous êtes favorable à cet examen? Mais mon problème, c'est pas l'examen. Moi, je souhaite que celles et ceux qui rentrent sur le territoire national apprennent le français. D'abord, pour une raison simple, c'est que bien souvent, ce sont les enfants qui très tôt sont terminés en adultes, à qui on oblige à faire le lien entre eux et leur famille et l'administration. Donc moi, je suis pour des cours de français. Mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. C'est toujours la façon. C'est soit on prend l'étranger pour quelqu'un de dangereux, soit on dit permettez, à partir du moment où on vous accepte chez nous, d'avoir aussi des moyens. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, les gens qui viennent, et de façon notamment irrégulière, sont la proie de réseaux, notamment sur la question du logement, sur la question de l'emploi. Donc il faut les sortir justement des griffes de ces réseaux-là. Donc il faut mettre les moyens pour qu'ils puissent apprendre le français. Et puis il y a cette question dont on parle beaucoup en ce moment, l'exécution plus efficace des obligations de quitter le territoire français, avec des mesures annoncées par Gérald Darmanin, notamment le fait d'inscrire ces personnes sur le fichier des personnes recherchées. Ça va être une mesure efficace selon vous? Vous savez qu'aujourd'hui, le principal problème pour renvoyer
les personnes au bout de leur démarche de recours, puisque nous sommes un pays de droit, c'est surtout la délivrance de laissez-passer consulaires pour rentrer dans leur pays d'origine. Donc on peut toujours dire il y a d'autres choses, mais la vraie réponse c'est celle-là. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça se joue dans les pays d'origine et justement... Dans le retour, bien sûr. Est-ce qu'il faut faire une sorte de chantage au visa, le gouvernement qui diminue déjà certains visas pour les ressortissants de pays, notamment au Maghreb, qui n'accepteraient pas leurs ressortissants délinquants? Je ne crois pas qu'il faille faire le pétrole contre nourriture, si je peux permettre l'expression, mais je crois qu'il faut porter le combat sur effectivement. Moi, je considère que quand des étrangers ont été au bout, je dis bien au bout, de leur recours, tant français qu'au niveau européen, d'ailleurs, parce que c'est une question aussi européenne, ils ont vocation à quitter le territoire, ils doivent quitter le territoire national, bien évidemment. Merci beaucoup, Rachid Temal, d'avoir répondu à mes questions. Voilà pour cette réaction de Rachid Temal. Dominique Verrier, est-ce que vous trouvez, vous, alors on n'en connaît que les grandes pistes pour l'instant, ce projet de loi tel qu'il est présenté comme équilibré, avec d'un côté l'idée d'augmenter le nombre d'obligations de quitter le territoire français, de l'autre, cette histoire de créer un titre de séjour pour les métiers en tension? Alors moi, le peu que j'ai lu, ça me semble intéressant. Sur les métiers en tension, en fait, c'est des demandes que moi j'ai depuis plus de 2 ans bientôt, de la part d'entrepreneurs chez moi. Du patronat. Nous avons, tout à fait, nous avons des migrants qui sont installés sur le territoire, qui sont prêts, eux, qui souhaiteraient travailler. Alors là, je parle surtout des gens qui sont en attente justement de régularisation et qui auraient bien voulu travailler et qui ne peuvent pas le faire parce que leurs papiers ne permettent pas de le faire, alors que les entreprises sont en demande et prêtes à les embaucher. Et donc, on a aussi ce cas de jeunes qui sont en formation. Et jusqu'à leurs 18 ans, ils sont en formation, ils travaillent chez un patron, tout se passe très bien. Et quand ils ont 18 ans, du coup, ça ne marche plus. Et ils doivent partir. Donc, on avait vu notamment ce boulanger qui s'était mobilisé sur la situation de ce jeune qui travaillait avec lui. Et moi, j'ai le même cas chez des restaurateurs, et avec des restaurateurs qui sont là, d'ailleurs, dans la bienveillance et dans l'accompagnement de leurs jeunes pour pouvoir essayer de les garder parce que ils en ont besoin et qu'ils travaillent bien. Donc, je pense que c'est une bonne chose de réfléchir. Et après, rendre les OQTF mieux respectés, je pense que là encore, si on est dans un état de droit, ça veut dire que lorsque l'État a décidé, il faut que l'État soit respecté. Joël Guerriau, qu'est-ce que vous en pensez, notamment sur cette question des métiers en tension? Je rappelle que le projet de loi prévoit d'une part la création d'un titre de séjour métier en tension et d'autre part prévoit que ce sera aux travailleurs immigrés en situation irrégulière de faire sa demande et plus à l'employeur, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'employeurs qui peuvent jouer là-dessus et faire une sorte de chantage et qui préfèrent parfois laisser leurs travailleurs dans l'illégalité. Oui, moi je trouve que c'est une très très bonne initiative de la part du gouvernement. Pour plein de raisons. D'abord parce que il faut faire le constat d'une réalité aujourd'hui. Par exemple, sur la Loire-Atlantique, c'est 14 000 demandes de séjour qui sont faites tous les ans. Vous avez à cela, il faut rajouter toutes les demandes liées aux demandes d'asile, qui sont un autre élément. Et il y a à peu près 80% des demandes d'asile qui sont repoussées. Mais pour autant, les personnes ne repartent pas forcément du territoire national, puisqu'il n'est pas toujours facile. On l'a vu dans un certain nombre de cas d'actualité, assez dramatiques d'ailleurs, d'expulser les personnes qui ont un mois finalement pour s'égailler dans la nature. Donc c'est vraiment compliqué. Donc il faut bien trouver des solutions. Et par rapport à cet univers-là, il y a une réalité, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui emploient des personnes qui sont de manière illégale sur notre territoire. Ça permettra de répondre d'une part aux entreprises qui accueillent des personnes de cette nature, mais qui ont les capacités de répondre à ces métiers en tension. En Loire-Atlantique, nous avons une préoccupation, c'est le maraîchage. Et on voit bien que tous les ans, les maraîchers se plaignent de la difficulté de l'emploi. Ça permettra de rentrer dans une situation légalisée, à condition, bien évidemment, de ne pas venir en concurrence avec des salariés qui, eux, ont les compétences et qui seraient retrouvés en compétences de salaire. Donc il va falloir être très, très vigilant sur ces sujets-là, de façon à ce que la légalisation soit parfaite et qu'il n'y ait pas de décalage entre les emplois, les employeurs et les employés. Donc les centristes, les indépendants sont pour. Qu'en pense le groupe socialiste Bernard Jomier? Est-ce que vous y êtes aussi favorable? On a entendu Rachid Temal lui aussi être favorable sur la question des métiers en tension. On a l'impression que c'est quand même un sujet qui fait consensus aujourd'hui. Oui, bon, la première question quand même, c'est de savoir si on a vraiment besoin d'un nouveau texte législatif. Le dernier date de 2019, on se rappelle, et puis il y en a une trentaine depuis les années 80. Ce n'est pas la loi qui empêche d'exécuter les OQTF à l'heure actuelle. C'est bien plus problématique que ça. Et d'ailleurs,
J'ai lu l'interview, parce qu'on a peu d'éléments sur ce texte. Oui, c'est une grande interview dans le Monde. Comme vous l'avez dit, voilà, comme l'a dit Rachid Temal, discuter de ces dispositions sur l'emploi et la migration, très bien, enfin, il n'y a pas d'a priori contre. Après, c'est dans la discussion qu'on va voir sur quoi ça débouche. On va voir la rédaction des articles. Mais, voilà, moi j'ai lu l'interview des ministres, comme vous. Tout le monde. Bon, le ministre de l'Intérieur nous dit on va être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. On peut débattre de ça, mais on ne va pas aller bien loin. Oui. Donc la question. Vous non, mais si vous prenez la question de des ce OQTF, vocabulaire qui est un petit peu quand même aussi un peu manichéen. Il est un peu limite et il n'est pas très. Enfin, le Parlement va débattre à un autre niveau quand même. Prenez la question des OQTF. Si on reprend la question de l'emploi. Les ministres citent l'exemple du secteur du bâtiment, je crois, mais regardez la restauration. La restauration manque de main-d'œuvre et est pleine de personnes qui sont en situation irrégulière et qui, pour certaines d'entre elles, ont une OQTF. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont des gentils ou ce sont des méchants? Voilà, c'est-à-dire, ce sont des gens, les employeurs, les restaurateurs nous disent, mais moi je veux le garder. Vous aviez cité l'idée de l'exemple de ce boulanger, etc. Ils nous disent, mais moi il travaille très bien, je veux le garder. En plus, j'ai commencé à le former, le renvoyez pas. Oui, mais il a une OQTF. Et quand on écoute les ministres, ils nous disent, mais s'ils ont une OQTF, maintenant, bon. On est ni chez les méchants, ni chez les gentils. Quelque part, la situation est ni blanc ni noir, c'est gris. La situation est beaucoup plus complexe que ça. Et les dispositifs qu'on peut adopter, il ne faut pas qu'ils aboutissent à ce que on renverrait, je suis très, très sceptique sur la capacité de le faire, mais on renverrait massivement ces travailleurs qui ont une OQTF et qui ont commencé à s'intégrer, à apprendre le français, etc., pour en faire venir d'autres qui n'ont pas commencé à apprendre le travail, qui ne manient pas la langue. Enfin, voilà. Donc, il est urgent d'en savoir plus avant de parler. Voilà. Exactement. Et de régler effectivement les sujets qui se présentent déjà. Parce que je crois que, justement, là où le texte est peut-être nécessaire, c'est de dire que peut-être pas d'OQTF, justement, pour ceux qui sont là et qui, aujourd'hui, remplissent un emploi qui n'est pas pourvu et qui ne serait pas pourvu par ailleurs. Allez, un dernier mot. Oui, allez-y. Non, je voudrais rajouter que des études ont été faites et montrent que des personnes qui sont immigrées, qui rentrent par le travail, souvent sont des gens ambitieuses, souvent très innovantes, et que finalement, ça sert aussi le développement de notre propre économie, puisque c'est des passerelles, des ponts avec les pays d'origine sur le plan du développement. Une fois qu'ils sont régularisés, ils payent pour nos retraites. Allez, Donc c'est que du bon. On va conclure en parlant d'un dernier sujet qui a été abordé lors de cette séance de questions au gouvernement. Ce sujet, c'est celui des céréales ukrainiennes et de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes dont s'était retiré Moscou. Bon, qui est revenu entre-temps. On va écouter là-dessus la réponse d'Olivier Becht tout à l'heure dans l'hémicycle. La Russie a annoncé aujourd'hui reprendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Nous la prenons au mot. En effet, en suspendant aux aucun fondement sa participation en fin de semaine dernière, la Russie avait poursuivi dans son cynisme dramatique par un chantage alimentaire et en choisissant délibérément de se servir de la faim comme d'un moyen de pression et d'une arme de guerre. Soyons clairs, l'initiative sur les exportations de céréales en mer Noire, portée par le secrétaire général des Nations Unies, est un succès. 9 millions de tonnes de céréales et d'autres produits alimentaires ont été exportés depuis le 22 juillet dernier par la voie maritime. L'ONU pour l'alimentation et l'agriculture a confirmé que les prix du blé avaient baissé sous l'effet de la reprise des exportations. Et c'est le meilleur moyen pour maîtriser le prix sur les marchés, y compris notre propre sécurité alimentaire. Olivier Becht a dit tout à l'heure, la Russie se sert de la faim comme une arme de guerre. Joël Guerriau, vous êtes d'accord avec cette façon qu'a eu le pays de sortir de cet accord pour y revenir ensuite? Mais on le voit, c'est une arme aujourd'hui politique, une arme de guerre. Moi, ce que je considère aujourd'hui, c'est que la Russie développe une politique de désinformation, de manipulation qui est évidente. On se pose la question de notre propre approvisionnement, et c'est bien sûr important, et des pays d'Afrique et tous les pays qui dépendent de ces exportations ukrainiennes. Mais faut-il aussi avoir un regard aussi sur la population ukrainienne? Je pense qu'il faut aussi qu'on regarde de plus près ce qui se passe en Ukraine et comment veiller à protéger cette population qui est en état de guerre et qui est sous les bombes. Ça, c'est aussi un sujet. C'est un sujet. Très rapidement, un mot chacun sur la situation en Ukraine. C'est très difficile d'en parler très rapidement, mais il nous reste très peu de temps. Même de guerre, oui. Écoutez, la Russie, elle utilise le viol des femmes comme arme de guerre. Elle utilise le vol des enfants. Elle vole les enfants. Elle utilise la torture des hommes comme arme de guerre.
Donc oui, elle utilise la faim. Elle mène en plus de ça. Elle mène une des guerres les plus sales qu'on ait vues, si tant est que la guerre puisse être propre, mais c'est la façon dont la Russie mène la guerre actuellement est absolument inacceptable et c'est l'honneur de nos démocraties d'être aux côtés de l'Ukraine. Allez, Dominique Verret, très rapidement. Ne pas accompagner l'Ukraine, c'est faire courir un gros risque à l'Europe. Il faut que nous soyons vraiment solidaires et probablement ne le sommes-nous pas encore assez. Allez, et tout de suite, pour quand même terminer cette émission sur un sourire, on va rejoindre Alexandre. Vous êtes avec des enfants qui sont du conseil municipal des enfants de Courtry, je crois. C'est ce que l'on m'a dit à l'oreillette. Effectivement, Tam, je suis avec le conseil municipal des enfants de la commune de Courtry en Seine-et-Marne et on va pouvoir parler notamment de ce conseil municipal. À quoi ça sert? À quoi ça sert le conseil municipal des enfants? C'est pour essayer d'améliorer quelque chose sur notre commune et pour la population de notre commune. Et vous parlez de quoi dans ce conseil municipal? On parle d'écologie. On parle du climat, du recyclage et on essaye de mettre des trucs pour qu'il y ait moins de pollution et qu'il y ait moins de poubelles ou de trucs comme ça qui tombent par terre. Donc on va chercher un système pour essayer de mettre des poubelles plus faciles. Et voilà, et pour améliorer la gestion des déchets. Merci beaucoup les enfants, c'est la fin de cette émission. Donc voilà, vous voyez à quoi sert le conseil municipal des enfants où on se préoccupe beaucoup d'écologie. Eh ben, on est très content de voir qu'il y a des enfants aussi qui viennent au Sénat voir l'activité des élus et puis des enfants qui sont engagés, on le voit au niveau de leur vie locale. Merci beaucoup Alexandre, ça fait plaisir cette image de jeunes qui sont engagés. Merci beaucoup messieurs, madame d'avoir participé au débrief des questions au gouvernement. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, on va voir les travaux du Sénat, et notamment une table ronde autour du piratage des événements sportifs.